La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Sur le thème de l'or depuis le 19e siècle avec le professeur Michel Margueraz. Oui, on vient d'entendre une chanson de Georgel. Et l'arrivée vers l'or, ça représente à la fois des conséquences sur le plan international, mais sur le plan local, c'est à la fois des montées du prix extraordinaires et puis quand même de très grosses déconvenues. Parce qu'il faut beaucoup chercher pour trouver. Et donc, c'est aussi des drames multiples de ce point de vue-là. Le long 19e monétaire, on va passer au 20e, s'achève d'ailleurs par beaucoup de déconvenues. Le système de l'étalon or, qui date d'une période beaucoup plus récente qu'on ne le pense, n'y a pas survécu, encore moins à la grande crise. Alors on a la chance d'avoir le professeur Michel Margueraz, mais voici pour résumer la période qui suit, le début du XXe siècle, un autre professeur. Vous avez la chaire d'histoire économique et sociale à la Sorbonne. Lui, il intervenait depuis l'estrade des conférences de presse de l'Élysée. Depuis que les épreuves subies par l'Europe lui ont fait perdre l'équilibre du système monétaire international qui est apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui s'est établi à la suite de la Seconde. À partir de la conférence de Gênes en 1922, ce système attribuait à deux monnaies, la livre et le dollar, le privilège d'être tenu pour équivalente à de l'or dans les échanges extérieurs. Il est vrai que la livre fut dévaluée en 1931 et que le dollar le fut en 1933. Et on avait pu croire à ce moment-là que le privilège se trouvait compromis. Mais l'Amérique surmontait sa grande crise. Et puis après, la Deuxième Guerre mondiale ruinait les monnaies de l'Europe occidentale en y déchaînant l'inflation. Presque toutes les réserves d'or du monde se trouvaient alors détenues par les États-Unis. Ils étaient les fournisseurs universels. Ce système monétaire international, ce Gold Exchange Standard, a été par conséquent admis pratiquement depuis lors. Conférence de presse de février 1965 du général de Gaulle. Professeur Margueraz. Oui, c'est un superbe cours, ça nous montre. Mais on voit pas bien... un mot à enlever. Ah non, absolument. Non, peut-être quelques-uns à ajouter, mais rien à enlever. Mais au montage, on ne peut rien enlever. On ne peut rien enlever. Non, c'est très clair. Et on voit où veut en venir le général. C'est-à-dire, au fond, nous dire, il y a des monnaies qui ont un privilège. Et ceci depuis la conférence de Gênes. Oh, si on voulait pinailler, on dirait que c'est presque la conférence de Bruxelles en 1920. Mais bon, la conférence de Gênes en 1922, c'est-à-dire la reconstruction d'un système monétaire après l'ébranlement de la guerre de 14. Et le fait que des monnaies, désormais, peuvent être ce qu'on peut appeler des devises clés, ou des monnaies elles-mêmes de réserve, la livre sterling et le dollar, au même titre que l'or. Et c'est ça que conteste De Gaulle, et que conteste Jacques Rueff, qui en réalité est son inspirateur principal, et que vont contester les dirigeants français, y compris le ministre des Finances, Giscard d'Estaing. Vous parlez des conférences d'après la Première Guerre mondiale, mais il faut peut-être s'arrêter à la grande conférence fondatrice d'après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis détiennent à ce moment-là, 44-45, les 3/4 des réserves d'or du monde. Et à Bretton Woods, le général de Gaulle n'est pas représenté. À Bretton Woods, il est représenté. Il est représenté par Mendes France. Par Mendes France. À Bretton Woods, il y a la décision de laisser l'or au centre du système, mais de faire du dollar le référent. Ce sont les deux éléments, c'est-à-dire on reconduit, d'un certain point de vue, De Gaulle a raison, on reconduit un Gold Exchange Standard, je ne le dis pas tout à fait comme lui, mais qui à l'époque d'ailleurs repose sur trois piliers, l'or, le dollar et la livre sterling. Mais il se trouve que la livre sterling en 1947 rétablit sa convertibilité pendant 3 semaines. Et là, toutes les réserves d'or de la Banque d'Angleterre risquent d'être évacuées. Pourquoi ? Parce que l'endettement britannique pendant la guerre a été tel que changer toutes ces réserves de livres sterling dans le monde, et notamment dans les dominions britanniques, contre de l'or, les réserves de la Banque d'Angleterre n'y suffiraient pas. Donc on suspend la convertibilité. Donc de fait, le Gold Exchange Standard va être
en fait un gold dollar standard. Mais dites-moi, en 65, le général de Gaulle a une arrière-pensée, il y a de bonnes liquidités en France, ça donne un outil diplomatique, le nouveau franc a été créé avec succès peu auparavant, l'un de ses artisans était Jacques Rueff, dont vous citiez le nom. L'arrière-pensée du général de Gaulle, c'était de pousser, avec Jacques Rueff qui avait publié dès 61 des articles sur le sujet, une proposition, l'étalon or. Oui, de nouveau. Jacques Rueff interprétait déjà la conférence de Gênes comme un écart par rapport au véritable système monétaire qui devait être fondé sur l'or. Mais en 1965, il est intéressant de voir la conférence qui suit de peu celle du général de Gaulle. Il y a une conférence début février, général de Gaulle, celle de Valéry Giscard d'Estaing. Qui est ministre des Finances, qui est assis là pendant la conférence de presse, il n'était pas prévenu. Hein. Oui, il est présent. Hein. Il est présent, mais présent, muet. Mais pas prévenu. Mais muet. Oui. Il est obligé de commenter et bien embarrassé. Alors, on trouve un texte intéressant du 11 février à la fac de droit, où Giscard explique que l'or, effectivement, présente de gros avantages comme étalon de référence, mais il ajoute que ça ne peut pas être un moyen de paiement. Hein, parce qu'en fait, sur cette question, au fond, Jacques Rueff est isolé, hein, dans la mesure où on sait très bien que l'or ne suffirait pas à représenter toutes les liquidités internationales. Et là, il y a de nouveau un risque de déflation, si vous voulez, un risque d'asphyxie de l'économie réelle, des échanges, si on s'en tient simplement à l'or comme compensation international pour les moyens de paiement. Donc isolement et échec pour le général de Gaulle. Il faisait de ses excédents un outil diplomatique. De l'excédent au glissement, il faut souvent peu de temps. La situation va devenir moins favorable pour Paris en 66-67, moins favorable pour la Grande-Bretagne qui dévalue dans l'humiliation la livre en 1967. Et puis ne parlons pas de la situation des États-Unis qui voient grand et qui sont parfois en difficulté. 1971, Patrice Duhamel. Le déficit persistant de la balance des paiements américaine, dû en partie à l'importance des dépenses militaires, entame la confiance dans le dollar. Le stock d'or américain ne peut plus satisfaire les demandes de conversion du dollar en métal précieux. La crise devient inévitable après l'aggravation du déficit commercial américain. Le président Nixon la déclenche par surprise. Il suspend la convertibilité du dollar. J'ai donné instruction au secrétaire au Trésor de faire le nécessaire pour défendre le dollar contre les spéculateurs. J'ai demandé à John Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or pour la stabilité monétaire et pour l'intérêt des États-Unis. La décision de Nixon le 15 août élimine un élément de Bretton Woods, c'est la fin de la convertibilité. Il dit temporairement, hein. On sait depuis que ce n'est pas temporaire. Le deuxième élément qui va intervenir, c'est la fin d'échanges fixes et des parités fixes en 1973. Donc les deux éléments de Bretton Woods, du système qu'avaient voulu Keynes et White au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, disparaît en 71-73. On a un système non convertible et avec des changes flottants. Mais le sort de l'or, Michel Margueraz, il est sur les marchés privés. D'ailleurs, depuis qu'on avait commencé à parler du retour de l'étalon or, ça avait fait hausser le prix de l'or. Après 71, il baisse, parce que le FMI va vendre pas mal de stocks. Et il est démonétisé officiellement à la conférence de la Jamaïque en 1976. Oui, mais pourtant, les places de l'or continuent de fonctionner. Londres, la place historique, vous en décriviez l'importance. Zurich, fameux pour ses gnomes spéculateurs, ça c'est le langage gaulliste. New York, ça continue de fonctionner, ces places de l'or. Et un peu Paris, hein, quand même. Et un peu Paris aussi. Tenez, à Paris, il y a même Jean-Michel Gaillard qui intervient. Il y a quelques centaines de tonnes. Régulièrement pour dire que des périodes de fièvre ont lieu. L'or qui fascine, qui éblouit. Encore une journée de folie sur le marché de l'or où tous les records historiques ont une nouvelle fois été pulvérisés. L'or qui dort comme un ventre plein. 8000 Napoléons et 750 lingots, soit 3/4 de tonne, ont changé de main. Je suis persuadé qu'il y a plus de quelques centaines de personnes par jour en France qui ouvrent qui une boîte, qui a un petit coffre en bois et puis qui manipulent les pièces ou simplement qui les touchent ou qui les regardent. Au même titre qu'on peut être amoureux d'une belle voiture ou d'une jolie femme.
On est amoureux de ces pièces d'or, on peut être amoureux de ces lingots, et certainement ça tient un petit peu de la déraison. C'est l'or, mon seigneur. Bon, l'or en cassette, mais l'or en mine, comment ça évolue la production de l'or? Est-ce que ça a un effet, Michel Margueras, sur la valeur qu'il a? Ah oui, oui, la surabondance aboutit à des fluctuations dans les prix. Bon, ceci étant, on n'a pas les phénomènes qu'on avait en 1848 ou en 1890, d'une augmentation considérable de la production. Et d'autre part, on a une concentration extrêmement forte dans certains pays en réalité. Les statistiques sont un peu difficiles à avoir, mais en réalité, entre la Russie, la Chine, qui risque d'avoir pas mal de réserves, on a en fait des déséquilibres considérables sur le plan international, de la répartition de l'or, ce qui a toujours été le cas, mais qui se confirme aujourd'hui. Dites-moi, on commençait cette émission en parlant du bimétallisme au début du 19e siècle. Maintenant, il y a biplacement, parce que l'argent, c'est un placement aussi stable en période de gros temps que l'or. Oui, alors la question quand même, c'est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire des variations et des fluctuations. Donc il faut distinguer des placements qui peuvent être de court terme et puis des choses sur le très long terme. Et là, on a quand même quelques surprises. C'est-à-dire qu'en réalité, en faisant un certain nombre de calculs sur la longue durée, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le placement de l'or qui a été le plus profitable. Pour ceux d'entre nos auditeurs qui sont de puissants possédants, vous recommanderiez l'action de fabricants de cigarettes? Il paraît que c'est, d'après les Échos, ce qu'il y a de plus stable. Expliquez. À la date d'aujourd'hui. Oui, nous faisons cette émission en octobre 2011. Il n'est pas sûr que, par ailleurs, le marché du tabac ne subisse pas lui aussi un certain nombre de fluctuations. Oui, mais il y a une seule chose vous avez vu sûre, quand même en période de crise, c'est qu'on continue à fumer à peu près autant de cigarettes avant, pendant, après. Il y a quand même une chute de la consommation. Tokyo veut privatiser son géant du tabac, pensant que c'est le moment de vendre. Et si l'or, on lui accorde encore autant d'importance, c'est qu'il y a l'espoir, peut-être, secret chez ses détenteurs, d'un retour à l'étalon or. On voit encore parfois des notes qui sont produites par la Banque de France. Il y en a eu une au début de cette année pour dire non, c'est une illusion. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on dit que c'est une illusion. Keynes disait en 1923, donc sur le fétichisme de l'or, la relique barbare, etc. Donc déjà les critiques avaient commencé avec le début du siècle. Mais c'est renaissant. D'ailleurs Keynes parle d'une superstition, c'est-à-dire objet de superstition, et le fait que ça fascine et que au fond, comme on a mythifié un peu ce système de l'étalon or, qui, comme on l'a vu, n'était pas tout à fait d'étalon or, mais était plutôt d'étalon livre, en même temps que or, eh bien, en fait, cette illusion et ce mythe a subsisté par-delà les générations, et il y a eu un certain nombre de passeurs nostalgiques de ce 19e siècle. Objet de superstition et moyen quasi infaillible de contraction de l'économie si on le réutilisait aujourd'hui. Merci à vous, Michel Margueras. La marche de l'histoire était réalisée par Jacques Sigal, préparation Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin. À la technique, Gilles Gaillard et Yann Bouillot.